Donc, on va vous présenter les choses qu'on connaît. Donc, les choses qu'on connaît, ben, vous verrez. Et ça correspond un peu à la participation de nos collègues spécialistes d'organes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut connaître les réirradiations, il faut s'y intéresser, mais ça ne suffit pas. Moi, je fais la neuro, les sarcomes. J'ai besoin de mes collègues. Et vous verrez qu'il y a des spécialités dans lesquelles on n'a pas du tout avancé. On ne dénoncera pas. Les publications, il y en a des tonnes, pratiquement 2000. Après, les publications cliniques, il y en a environ 200. Les études randomisées, il y en a une soixantaine, ne sont pas forcément très informatives. Donc, en fait, il y a peu de données solides dans la littérature. Et nous avons réalisé une enquête dont Pauline vous parlera. Mais en gros, ça va des équipes qui ont peur de tout aux équipes qui foncent. L'enquête, 48 centres qui ont répondu. Donc, quand on a posé la question de est-ce que vous croyez à la récupération, ben, plus de 50% disaient oui. Mais par contre, le passage à l'acte est compliqué. Hein. Quand on valide une dosie, ben, il n'y avait que 5 centres qui acceptaient de passer au-delà de 60 EQD2 au niveau de la moelle et 7 qui acceptaient de passer au-delà de 70 EQD2 au niveau du tronc. Sachant que nous, on monte ces doses un petit peu au-delà de tout ça. Donc le passage à l'acte est compliqué. Alors moi, là, ça, je pense que c'est la diapo qui me paraît la plus importante. En tant que médecin, on se rappelle d'Hippocrate, primum non nocere, et surtout, on revient vraiment aux fondamentaux de la clinique. Et là, c'est vrai que quand on fait notre réunion de réirradiation, on essaye de poser ces questions-là en premier. Alors, la première question, c'est comment a été tolérée la première irradiation? S'il y a une mauvaise récupération cutanée, muqueuse, des fois, on demande des endoscopies. Une mauvaise récupération respiratoire, éventuellement avec des tests, c'est pas la peine de se lancer dans une réirradiation, on va au casse-pipe. Il faut voir, bien sûr, est-ce qu'il y a d'autres prises en charge possibles, très important, quel est le délai entre les deux irradiations, quels sont les symptômes du patient et qu'est-ce qu'il accepte comme risque. Ça, c'est très important. L'autre chose qui est importante et qu'on ne faisait pas trop au début, c'est pourquoi la première irradiation n'a pas marché. Alors, si c'est une récidive en bordure, si la dose était insuffisante, si c'est une autre tumeur, ou si c'est un radio-induit, donc moi je connais surtout les sarcomes radio-induits sont assez radiosensibles, ben là on a une chance d'avoir un résultat. Par contre, si la dose était bonne, le ciblage était bon, est-ce que vraiment on va pouvoir faire mieux? Il va falloir changer de fractionnement, mais là on va vraiment quand même être en difficulté. Donc voilà. Pour moi, ça c'est les questions importantes qu'il faut se poser, au départ. Après, l'autre question, quel est le choix des conversions en équivalent, des conversions d'équivalent de dose? BED ou EQD2, il faut se méfier. Il y a des publications en BED, il y a des publications en EQD2. Pas se mélanger les pinceaux quand on lit. Le choix de l'alpha sur bêta. Donc, est-ce qu'on le choisit en fonction des tissus? Ou est-ce qu'on considère que c'est souvent 2 parce que c'est des tissus qui ont été réirradiés, donc c'est pas comme le tissu du départ? Bon, en gros, nous, on prend 2 pour tout ce qui est neuro. Avant, on faisait 2 pour la moelle cervicale et thoracique et 3 pour le reste. Maintenant, on fait 2 partout pour toute la neuro, histoire de ne pas s'emmêler les pinceaux. Et puis 3 pour les autres organes. Mais c'est une vraie question. Il faut faire très attention à quelle référence on se réfère et comment ils ont fait. La localisation la plus fréquemment irradiée, c'est la neuro. Ce n'est pas forcément le cas chez nous. Alors, la neuro, donc Lynn Claude, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui fait de la pédiatrie. Donc, elle a publié la première partie de son protocole de stéréotaxie pédiatrique, dans lequel il y a 11 patients qui ont été réirradiés pour des épendymomes, 3 fois 8 grès ou 5 fois 5 grès en stéréo. Je ne connais pas très bien cette étude, mais bon, sur les 11 patients, il y a une nécrose qui est visiblement relativement bien contrôlée avec le traitement médical. Alors, il y a d'autres complications, mais qui ne sont pas reliées à l'irradiation. Je vais vous présenter quelques cas cliniques qui vous montrent un peu notre raisonnement. Pédiatrie, un méduloblastome, un patient du docteur Claude. 2015, irradiation crânio-spinale bifractionnée tomo, puis une irradiation du lit opératoire. Une récidive collée au tronc, traitement médical, réponse complète. Donc ça, c'était en 2016. 2019, récidive au même endroit, mis en réponse complète avec la chimio. Et là, la première fois, ils avaient récusé la réirradiation,
Mais là, rediscussion avec les parents et les autres médecins et le jeune, qui avait 15 ans à l'époque, et ils font une dosimétrie, donc ils arrivent à contrôler à peu près la dose maximale au tronc cérébral, 74 gray, c'est quand même pas délirant. Et par contre, la dose au chiasma, c'est 80 degrés et de dose maximale et dose moyenne 78 degrés. Donc c'est quand même, ça explose un peu les contraintes qu'on se donne d'habitude. Discussion avec les parents, visite d'une école pour aveugles, choix de réirradier parce que ça peut sauver la vie, et actuellement, on est 4 ans après, il est en rémission, il n'y a pour l'instant pas de toxicité. Donc ce qui est important, c'est de discuter. C'est la discussion, quel est le risque, voilà, c'est ça qui est vraiment le plus important. Il faut savoir prendre le risque au bon moment, sur le bon patient. Toujours de la neuro, donc il y a les protons. Qu'est-ce que permettent les protons d'épargner le parenchyme cérébral, donc de limiter la toxicité cognitive? Là, on a un patient qu'on a irradié. Donc là, vous avez 3 irradiations, en fait, il y en a 4. Une irradiation en cyber, 3 irradiations aux protons. L'intérêt des protons chez ces patients qui sont jeunes et qui ont des méningiomes ou voies qui vont continuer à évoluer, c'est l'épargne du parenchyme cérébral. Ce patient est un cadre sub jusqu'à il y a 1 an. Donc pendant une dizaine d'années, il a pu quand même continuer à travailler, avoir une vie de famille normale. Bon, maintenant, c'est un peu fini. Mais les protons permettent une épargne cognitive intéressante. Un deuxième cas d'épendymome, où là, on aurait pu aussi se poser la question des protons. Donc c'est un épendymome qui n'a pas été pris en charge initialement à Lyon, pas à Nantes non plus, traité de façon un peu étonnante, à mon avis. Deux chirurgies, une en 1999, 2007, puis 2009, et en 2009, irradiation stéréo. C'est ça qui est un peu étonnant. Nous, on le récupère en 2021 avec une nouvelle chirurgie. C'est un assistant qui a le dossier. Et donc, il vient de nous en parler. Et donc, on lui dit, bah non, là, il faut faire une irradiation normale, quoi, de cavité opératoire avec un boost sur le résidu. Donc là, je vais laisser parler la parole à Pauline, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de fusion. Mais donc, on était sur un dossier où on réirradiait au même endroit, vraiment collé au tronc, enfin vraiment juste à côté de l'irradiation précédente. La difficulté, donc il y avait une double difficulté sur ce dossier, c'est que d'abord, le premier traitement avait été planifié sur IRM parce que c'était du gamma-knife, donc on avait une fusion IRM scanner pour le cumul dose, qui n'est pas forcément très répandu en réirradiation. Et la deuxième difficulté, c'est que du fait du remaniement des tissus suite aux opérations et puis aussi de cette récidive qui avait tendance à pousser le tronc et à déformer le tronc, bah, en fait, on avait une déformation du tronc et donc une fusion assez compliquée. On a essayé de faire, de raisonner en rigide, déformable. On a même fait appel au support MIM pour essayer d'améliorer la fusion, mais en réalité, on n'a jamais réussi à avoir une fusion vraiment satisfaisante pour ce patient-là. Donc, sur la slide d'après, on va voir qu'en fait, on a plutôt raisonné en dose max cumulée, en dose max point, plutôt que de valider la décision clinique sur la base de la fusion pour ce patient. La dose cumulée avec le logiciel de fusion était si on se totalement basait sur la fusion rigide, aberrante. on calculait 199 grés EQD2 cumulé. En réalité, par un calcul manuel, on était plutôt 100 grés en dessous, donc plutôt plus rassurant. Donc la fusion, c'est pas magique. Il y a des logiciels et puis après, il y a de la réflexion. Alors pourquoi on n'a pas pris les protons? Donc c'est aussi pour ça que je vais vous... en fait, les protons gèrent relativement mal la dose au contact du tronc. Donc déjà, nous, on a une petite expérience, parce qu'on travaille beaucoup avec Nice. En fait, au contact du tronc cérébral, souvent, ou du chiasma, souvent, on est amené à associer une dose de protons et un complément en stéréo, parce que quand on arrive vraiment très proche de l'organe critique, c'est relativement difficile à gérer en protons. Et donc l'expérience qu'on a avec Nice, c'est souvent, pour les chondrosarcomes de la base du crâne, c'est de terminer l'irradiation avec du cyber. Donc voilà, la proximité du tronc et la réirradiation n'étaient pas très favorables, mais globalement, tous nos épendymomes, on les envoie à Nice, en proton. Quand il faut des doses standards, quoi.
Les glioblastomes, alors paradoxalement, c'est là qu'il y a le plus de données randomisées. Donc, bon, effectivement, en PFS, il peut y avoir un gain à la réirradiation. Nous, à Lyon, on a une expérience relativement faible. Donc, les protocoles, ils proposent... L'un propose 30 degrés en 4 fractions et l'autre une irradiation de 10 fractions de 3,5 Gray. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On avait l'habitude de faire 5 fois 6 Gray avec de l'Avastin pour limiter la toxicité. On est relativement frileux. On attend vraiment un délai d'1 an post-irradiation. Donc, en fait, bon, c'est quand même des gens qui continuent d'avoir de la chimio. Et après, on se positionne en 3e ligne. Alors, il faut quand même être prudent hein, parce que effectivement, ça augmente la PFS, mais ça dégrade quand même. Enfin, dans notre expérience, il faut vraiment avoir la bonne indication, le petit volume, voilà, parce que sinon, ça ne ressort pas des études, mais ça dégrade quand même la qualité de vie. Donc, ils vivent peut-être un peu plus longtemps, mais avec la réirradiation, suivant comment c'est. Voilà, les contraintes au niveau cérébral, ben, nous, c'est Stifel. J'arrive jamais à prononcer son nom, donc. La dose cumulée au tronc cérébral, c'est 100 Gray pour nous. La dose cumulée, mais ponctuelle, hein, enfin 0,35 cc. À l'encéphale, 120. Au chiasma, 75. Ce sont des données qui sont quand même relativement fragiles. Mais bon, pas grand-chose d'autre, mais je ne veux pas trop en parler. Je pense qu'il y a une session sur la neuro. L'expérience des métastases. Alors, pour nous, une irradiation cérébrale après encéphale totale ne pose pas de problème en dehors de la dose au tronc et au chiasma. En post-opératoire, ça ne pose pas trop de problème puisque la stéréo après stéréo, la zone initiale a été enlevée. Les récidives tardives ne posent pas trop de problèmes, surtout qu'en général, la lésion elle est plus grosse que l'irradiation initiale. Donc ça ne pose pas trop de problèmes, mais c'est vraiment les récidives tardives. Et les récidives en bordure de champ, ben, on a quand même de temps en temps. Et souvent, ce sont des récidives méningées. On fait souvent appel, enfin de temps en temps appel à des irradiations quasiment normofractionnées en prenant une large zone de méninge pour éviter une nouvelle récidive. Donc il y a une publication qui montre qu'en fonction des cas, les réirradiations, la survie peut être de 30 mois à 5 mois. Bon, bien sûr, on ne regarde pas de façon précise comme ça en RCP, mais il faut discuter de l'indication. Enfin, là, il faut évaluer l'espérance de vie avec les collègues. L'irradiation médulaire, on sait que la tolérance médulaire est quand même plus importante que celle qu'on croyait au départ, hein, déjà en de novo, et puis on sait qu'il n'y a pas d'éléments très probants dans la littérature, mais une accumulation de données qui disent qu'il y a un facteur d'oubli, donc on commence quand même à y croire. Rapidement, deux stars, Nieder et Chagall, qui, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a une session également, mais qui donnent des guidelines relativement précises et relativement anciennes, relativement solides, de par leur ancienneté, sur les réirradiations, en gros, des max cumulés inférieurs à 70, mais sur le canal, pour Chagall. Quand on fait de la SBRT, la Dmax ne doit pas être supérieure à 25 Gray en 5 fractions et les deux irradiations doivent être équidosées. On n'oublie pas que c'est un patient, donc il a des antécédents et en particulier le diabète, les facteurs de risque cardiovasculaire. Et ben, c'est des gros facteurs de risque de nécrose. Notre seul vrai myélite, c'est un artéritique et qui n'avait pas des doses très importantes. On n'oublie pas non plus les tassements vertébraux. Et donc, nous, on s'écarte des contraintes de dose de Cox pour des consignes de contourage de Cox pour les réirradiations. On ne fait que le GTV. Et on essaye de réfléchir un petit peu avant sur l'indication de chirurgie ou de cimentation pour éviter les fractures. Parce que des fractures post-réirradiation, on en a quand même. On n'a pas trop de myélite, enfin, a priori on n'a pas de myélite. Après c'est difficile, hein, les patients neurologiques, est-ce qu'ils le sont plus ou moins après? Mais par contre on a des tassements. Les contourages de la moelle, bah, c'est comme en irradiation de novo, faut se méfier. La grosse question que nous posent les assistants chaque fois qu'ils viennent, donc il y en a qui doivent se reconnaître,
est-ce qu'on contourne les racines? Alors, on se méfie quand même de contourer les racines parce qu'on a des belles récidives en réirradiation sur les racines. Et après, c'est pareil rattrapable. Donc, pour moi, c'est non. Parce que, après, il ne faut pas mettre mais chacun se fait son idée. Moi, je pense qu'il ne faut pas être trop restrictif sur les racines. Il y a des récidives au niveau des racines. Et une complication au niveau d'une racine, ben, c'est surtout une douleur. Il y en a quand même des moyens. On ne va pas le rendre paralysé, le patient. Il y a des moyens de traiter la douleur. Donc, moi, je plaide pour pas trop être restrictif sur les racines, mais chacun peut donner son avis. Cette publication japonaise et danoise, qui sont des pays qui ne sont pas frileux sur les doses de réirradiation, et ben, en gros, 32 patients où ils ont explosé leurs contraintes habituelles, 32 patients qui vont bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut juste dire que la bonne dose au bon patient, quand on croit à l'indication, on y va. Un cas clinique où justement un peu comme ça, un peu foufou, mais où on a, je pense, apporté un bénéfice au patient. Donc une jeune patiente traitée en 2011 pour un sein, puis en 2016 pour une métastase unique, qui n'a pour l'instant et même maintenant pas de métastase viscérale. Donc elle a en 2019 présenté un tableau de compression médulaire. Donc elle avait une stéréo en D8, 35 grès en 5x7. Une tableau de compression médulaire sans atteinte viscérale, qui ne répondait pas au Xeloda. Elle ne pouvait pas marcher. Première irradiation, alors on était quand même un peu au Moyen-Âge parce qu'on avait fait une irradiation en poste. D2, D7. 24 grès. Et on s'était arrêté en D8. Ça a marché, puis elle a récidivé juste après. Donc là, on a fait encore plus prudent puisqu'on était dans la zone D8. On a fait 20 degrés en fraction 2 et un complément de dose en Vmat parce que le CyberKnife était en panne. Donc, ça c'est la vraie vie. Donc, 5 fois 3 grès. Donc après, je ne vais pas vous détailler trop les fusions, juste pour rappeler que le CyberKnife, ça arrose un peu en haut et en bas. Donc bien se méfier quand même. Donc là, c'est D2, mi-D8, 8 x 3. Puis la troisième irradiation normofractionnée qui englobe la stéréo. Et finalement, le complément de dose. Et donc, voilà, bon, on a. C'est une patiente qui allait très bien, qui n'a pas de lésion viscérale. Et donc, on s'est vraiment donné du mal. Et au total, on a une dose de 81 grès cumulée à l'œsophage, de 67 grès à la moelle, mais de 90 grès au PRV moelle. Donc, on explose. Enfin, quand même une irradiation un peu risquée, mais la patiente, elle marche toujours. Il n'y a toujours pas de lésion viscérale. Je pense qu'on l'a vraiment aidée. C'est juste pour dire, quand on a la bonne indication, quand le patient est d'accord et quand il est déficitaire, on peut oser. Tête et cou, il y a une étude randomisée mais qui compare deux protocoles et nous, on n'a pas d'expérience, pratiquement pas d'expérience. Donc, alors le poumon. En 2016, des pontes du poumon ont fait cette publication. Pas franchement en faveur de la réirradiation, met en avant énormément de complications, de sténose, de saignement, pas vraiment en faveur. Actuellement, la publication à laquelle on fait référence, c'est Schroeder, le Delphi, mais juste, regardez la courbe de survie, ils ne survivent pas très longtemps les patients, donc on est prudent quand même sur les doses. Ok, ils donnent des doses, mais les données cliniques ne sont pas hyper solides. Les réirradiations pulmonaires, dans notre expérience, il y a l'irradiation en pleine zone irradiée. Qu'est-ce qu'on risque ou au niveau pariétal, on risque des atéectasies, des fibroses, des douleurs, des fractures de côte. Si on a prévenu le patient, globalement gérable. Là où c'est difficile et où on a eu au moins un décès, c'est les réirradiations cumulées au niveau du parenchyme pulmonaire. La contrainte qui existe dans la littérature, c'est la V20 inférieure à 40%, pas très solide. Mais bon, c'est des situations à risque. Et là, nous, on a eu des complications et une complication létale. Quand on propose une réirradiation pulmonaire, la première chose, c'est qu'on se pose les questions, y a-t-il un autre traitement? Est-ce qu'on peut faire, donc ça c'est le Delphi, est-ce qu'on peut faire de l'EGFR? Est-ce qu'on peut faire, un TKI? Est-ce qu'on peut faire de l'immuno?
Est-ce qu'on peut opérer le patient? Dans ce cas-là, on passe la main. Et si on ne peut pas, les contraintes qu'on utilise, qui sont celles du Delphi, l'œsophage 75 si on est prudent, 100 si on a besoin. La moelle, je ne redétaille pas. Le plexus brachial, 80 jusqu'à 95 ponctuel si on a besoin. L'aorte et l'artère pulmonaire, 115, 110, 120, voilà. Bon, les contraintes de dose des différentes sociétés savantes à la fin de cette publication. Et un cas, donc je vais passer très vite sur ce cas de réirradiation. Bon, l'irradiation initiale, je n'ai plus trop le temps de la décrire, mais bon, c'était une irradiation standard en 2013 d'une lésion pulmonaire. Pourquoi je veux vous parler de ce cas? Parce que c'est 2020, nous, on a commencé vraiment par le spine. 2020, c'est il n'y a pas si longtemps, mais en 2020, on n'était pas si avancé que ça dans le raisonnement. Et donc, on a fait circuler ce dossier. On a fait circuler à l'international. C'était une réirradiation hilaire gauche. On a fait un plan hypofractionné, un plan normofractionné, et on a choisi le plan normofractionné. Les réirradiations pulmonaires, sauf en plein parenchyme, pour nous, c'est majoritairement du normofractionné. Et l'autre message, c'est on n'hésite pas à faire circuler le dossier. J'espère qu'à terme, après, il y aura un groupe français qui permettra de faire circuler les dossiers, parce qu'on n'est quand même pas du tout à l'aise dans plein de situations, et c'est bien de pouvoir réfléchir ensemble. Alors, bon, j'ai présenté le sein. Bon, nous, on a une expérience des angiosarcomes radio-induits. Il n'y a pas de preuve dans la littérature, on le fait de façon assez large. Maintenant, moi j'ai eu une grosse complication, j'ai eu une nécrose cutanée, donc avec le caisson on se sort de la nécrose, la peau récupère, mais par contre la patiente elle reste très douloureuse. Bon, elle avait un angiosarcome, on l'avait enlevé complètement, il y avait une indication théorique d'irradiation, mais bon maintenant elle est très douloureuse. Donc il y a quand même énormément d'incertitudes, on avance pas à pas, c'est important d'avancer ensemble. Il n'y a pas mon... Bon, ça, c'était les dernières diapos. Alors, vous nous avez proposé qu'est-ce qu'on fait lundi. Alors, qu'est-ce qu'on fait lundi? On fait ça. On se souvient de notre serment d'Hippocrate et on essaye de ne pas faire de mal aux patients. Mais par contre, on a maintenant les moyens de rendre service aux patients. Et en particulier dans le spine, on y va quand même. Ça peut rendre service. Donc, voilà. Et mardi et mercredi, on participe à ADERC. Nous, en fait, on a lancé un protocole qui s'appelle ADERC, qui est un PHRCI, dont l'objectif, c'est d'évaluer... Bon, l'objectif inavoué, c'est de construire une base de données, mais l'objectif, c'est d'évaluer l'apport de MIME, de la fusion et l'apport de la discussion multi-équipe sur les indications d'irradiation. Donc les gens qui sont peu habitués peuvent proposer le dossier avant toute irradiation. Donc c'est cette première qui est à droite. Ou sinon, on peut proposer le dossier quand la dosimétrie est faite. Et là, on propose une fusion MIME faite au CLB, éventuellement comparée avec la fusion faite dans le service référent. Et voilà, l'idée c'est d'avancer ensemble. Donc pour conclure, les réirradiations c'est très bien, il faut s'intéresser aux réirradiations, mais en fait c'est aussi chaque spécialité. La réirradiation c'est aussi avec les autres oncologues, avec les spécialistes de chaque type d'irradiation. Nous on est un peu bloqués, les radiothérapeutes qui font de la pédiatrie, de la neuro, du poumon participent, les autres moins. Du coup, vous voyez, on a bloqué sur certaines spécialités. Et voilà. Merci de votre attention.